Bonsoir à tout le monde. Donc nous allons faire un conseil municipal un peu particulier aujourd'hui puisque nous allons démarrer par une présentation, par la présentation de la démarche écoquartier par Vanina Soriano qui est chef de projet Petite Ville de Demain et par Nathalie Salinas qui représente le parc des Monts d'Ardèche. Voilà. Alors toutes les deux vont intervenir pour vous expliquer ce qu'il en est effectivement de cette démarche. Vous savez qu'on avait voté le label écoquartier relativement il y a peu de temps, oui. Donc on y est en plein dedans, on a déjà fait quand même pas mal de réunions. Donc je vais leur laisser la parole. Je leur donne une demi-heure, 35 minutes si vous avez des questions à poser, parce qu'ensuite il faut qu'on enchaîne sur le conseil municipal. Alors qui démarre? À vous Vanina, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Alors, ça commence par un petit souci technique. Donc, le 6 avril 2022, pour rappel, le conseil municipal a donc voté pour s'engager dans une démarche de labellisation écoquartier, donc qui concerne la friche de l'ancien hôpital. Donc, pour rappel, nous sommes sur un tènement de 11 400 mètres carrés. Donc, tout le monde l'a vu, les travaux ont débuté. Et donc, ce que je voudrais dire, donc sur ce projet, nous avons les élus référents qui sont bien sûr Monsieur Michel, mais également Monsieur Capio ainsi que Sébastien Gadil. Et nous sommes accompagnés par Nathalie Salinas du PNR qui nous accompagne dans la démarche donc de cette labellisation. Qui actuellement est en cours d'évolution. Aujourd'hui, au niveau national, on est en train de... le gouvernement est en train de faire évoluer cette labellisation. On aura l'occasion d'en reparler ultérieurement. Alors, juste simplement, donc, je vous propose, on part sur 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions, si cela vous va. On va essayer de faire court, voilà, tout en faisant passer certains messages. Juste simplement, le projet d'écoquartier, je voudrais juste préciser qu'il s'inscrit pleinement dans le dispositif en fait Petite Ville de demain, c'est-à-dire dans une dynamique de redynamisation au sens où on travaille sur le développement territorial, sur le rapprochement des services de proximité, sur également de l'habitat, sur la mobilité, voilà, donc, et tout ça bien sûr avec le prisme de la transition. Donc c'est vraiment un projet qui était complètement en fait dans une dynamique de redynamisation et de rapprochement des services à la personne, et également simplement je voudrais signifier que dans le cadre de l'opération de revitalisation du territoire que j'aurai à rédiger très prochainement et qui fera un peu office de projet de territoire au niveau du centre-bourg, ce projet d'écoquartier va vraiment faire office de locomotive territoriale. Voilà. Et je voudrais préciser également que si nous y arrivons, déjà, ça sera une belle aventure, mais aussi, nous sommes beaucoup regardés sur ce projet parce que si celui-ci sort, eh bien, ça sera le premier écoquartier du Sud-Ardèche. Voilà. Je vais juste vous dire que voilà, nous sommes très regardés parce que nous sommes sur une programmation qui fait vraiment office pilote, de pilote en Sud-Ardèche. Donc, c'est en ça où ce projet est un peu important. Je laisse tout de suite la parole à Nathalie Salinas avec sa présentation sur laquelle je vais basculer. Hop, je retourne ma souris. Voilà. Donc, bonjour à tous. Voilà, donc ce que je vais vous présenter pour ma part, ça va être, dans un premier temps, je vais rappeler quels sont les objectifs et quel est le déroulement d'une labellisation écoquartier. Sachant que pour la commune, la démarche première, la finalité première, c'est d'avoir un quartier vivant. Voilà. Un quartier vivant qui réponde aussi à cette grande logique de revitalisation du centre-bourg et sur lequel on va aller un peu plus loin dans les niveaux d'ambition. On va essayer d'être exemplaire, on va essayer de parcourir toutes les composantes d'un quartier, sa dimension socio-économique, sa dimension culturelle, sa dimension humaine, les services qu'il peut apporter aux habitants, et pas seulement les habitants de ce quartier, mais l'ensemble des habitants du centre-bourg. Voilà.
Donc c'est une pièce maîtresse dans le projet Petite Ville de demain. Et donc la labellisation, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est de dire, eh bien, on a parcouru un beau chemin, on s'est donné de belles ambitions. Et en plus, on est reconnu pour le travail qu'on y a fait et on a une labellisation. Voilà. Donc, on se propose de faire ce parcours de construction d'un quartier avec ces critères en tête, ceux de l'écoquartier que je vais vous présenter tout à l'heure. Non pas pour avoir la meilleure note possible, mais pour essayer à chaque fois de cranter nos objectifs et nos ambitions. Voilà. Et se donner des alternatives à chaque fois, comment on peut faire mieux avec les habitants, avec les bureaux d'études, comment on peut faire mieux aussi dans la mise en œuvre, être plus efficace. Voilà. Donc, dans ma présentation, je vais vous donner des éléments de compréhension sur ce qu'est la labellisation. Rapidement, expliquer pourquoi c'est une opportunité à saisir pour le territoire, vous donner quel est le périmètre qui a été imaginé pour l'écoquartier, les grands objectifs et les éléments de programme aussi qu'on commence à travailler, enfin, ça fait déjà 6 mois qu'on y travaille avec des élus référents les bureaux d'études, et puis la stratégie de concertation des habitants qu'on commence à mettre en place et qu'on va vous proposer. Voilà, donc l'objectif d'une démarche écoquartier, avant tout, c'est de faire émerger de nouvelles façons de construire et de gérer la ville ou le village. Parce que justement, ces labellisations d'écoquartiers, on les trouve pas seulement dans les centres urbains, mais on les trouve aussi sur des petites villes, des villes moyennes, des centres-bourgs, de plus en plus dans des contextes ruraux et périurbains. Donc là aussi, on va adapter nos ambitions. On est avec des moyens limités parce que on n'est pas comparable avec des grandes agglomérations. Donc, on est aussi sur des projets de renouvellement urbain, de reconversion de friches, de requalification de centres anciens. Voilà. Et donc, nous, on rentre pleinement dans ces objectifs-là. C'est pourquoi la commune des Vents, c'est tout à fait légitime à aller dans ce sens d'un écoquartier. L'écoquartier se fait en 4 étapes. D'abord, on va signer une charte d'écoquartier. Alors, c'est simplement un engagement. Alors là, tu peux passer la diapositive suivante, parce que c'est un engagement, une démarche d'engagement volontaire. Voilà. Ça n'a pas de valeur juridique, ce n'est pas une procédure réglementaire. Il n'y a pas d'implication réglementaire dans cette démarche. On est là simplement, dans le cadre de cette charte, à inciter les parties prenantes, qu'elles soient publiques, privées, et on se fixe collectivement, comme je disais, des ambitions en termes environnementaux, en termes sociaux et économiques. On revient sur la précédente. Donc, une fois qu'on a signé cette charte, elle est signée au stade de projet. On projette, on se donne des objectifs. Et ensuite, on a une deuxième étape où on engage le chantier. Et à ce moment-là, on va avoir des visites d'experts. C'est les experts des services de l'État, de l'ADREAL, du ministère, qui sont souvent des experts extérieurs. Ce sont souvent des personnes qui viennent de territoires extérieurs, qui ont des références d'autres quartiers, d'autres expériences, et qui vont venir alimenter le projet. Ils ne sont pas là pour contrôler, pour noter, ils sont là pour nous faire des recommandations et des préconisations. Voilà. Donc il va y avoir un va-et-vient avec ces experts. À une étape 3, on va avoir les travaux qui ont été réalisés. Donc on appelle ça la livraison de l'écoquartier, ou quasiment livré en partie, parce que la mise en œuvre, elle va se faire de façon phasée. Ça va être sur 1, 2, 3, 4 ans, enfin en tout cas jusqu'à 2026. C'est l'échéance que s'est donnée la commune. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir prétendre à la labellisation écoquartier. Parce que le ministère aujourd'hui est bien regardant qu'il n'y ait pas de greenwashing qui se fasse, qu'on ne se proclame pas écoquartier. Et donc à ce moment-là, les experts vont venir et voir effectivement qu'est-ce qui a été réalisé et voilà, en fonction des objectifs qu'on s'était donnés. Et dans une 4e étape, c'est-à-dire au bout de 3 ans de fonctionnement, on va faire un retour sur expérience. C'est-à-dire que les experts vont venir interroger les habitants, les gestionnaires, donc les services municipaux aussi, tous les services de gestion des espaces verts, services des réseaux, des déchets. Ben voilà. On vérifie à ce que tout ce qui a été mis en place est un fonctionnement cohérent, viable, et viable économiquement aussi. Voilà, pas trop de surcoûts d'entretien, etc., sur tout ce qui est mis en place.
Voilà, donc ça, c'est les trois experts, comme je vous expliquais. Donc ça, je l'ai expliqué. Et donc, on a un guide qui nous est donné, c'est le référentiel des écoquartiers. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois, on ne va pas lire tous les objectifs, mais là, on a déjà encadré en violet tous les principaux objectifs sur lesquels on coche déjà des cases par rapport à tout ce qui a été déjà mis en place par la commune ou ce qui va l'être. Donc, le guide écoquartier nous préconise des objectifs sur la démarche, sur le processus, donc avoir une participation des habitants, notamment, on verra ça tout à l'heure. Des objectifs sur le cadre de vie, les usages, sur le développement territorial et la dimension environnementale et climatique. Voilà. On va voir après, dans le détail des objectifs qui nous concernent à nous, comment on y répond. Voilà, je ne vais pas lister tout ça. On va voir concrètement ce qui nous concerne. Et in fine, la labellisation va se faire avec donc un rapport qui va être fait par les experts, qui va remonter auprès d'une commission régionale et nationale, et sur lesquels on va avoir une liste d'indicateurs, une vingtaine d'indicateurs sur la sobriété, sur la résilience, sur l'inclusion, voilà, le nombre de logements qui sont abordables, la qualité des logements, voilà, et puis la création de valeur aussi. On va passer parce que ça, c'est quand même assez technique. Voilà. Donc, comme je disais, à la toute fin, on va avoir une évaluation des objectifs, les retours des habitants, le retour des usagers, et puis voir aussi comment le projet a eu un effet levier. On va mettre la suivante. Voilà. Donc, l'intérêt pour la collectivité, c'est quoi? C'est aussi et avant tout d'avoir un projet vitrine. Le tout étant de maintenir l'attractivité de la commune. Les Vences bénéficient déjà d'une image assez positive en termes de dynamique économique et sociale, des équipements, des services, voilà, qui irriguent tout un territoire, qui rayonnent sur tout un bassin de vie. L'objectif, c'est de maintenir cette attractivité, voire de la renforcer, parce qu'on sait que la saisonnalité aussi impacte beaucoup la vie au quotidien des Vencéens. Donc, pour nous, c'est faire en sorte que les investisseurs aussi, les investisseurs puissent avoir des retours positifs. On parle là de marketing territorial, mais que l'image des Vences puisse la servir aussi pour attirer de nouveaux investisseurs. Rendre le projet appropriable par les habitants. Et ça, c'est important parce que les synergies publiques-privées, c'est ce qui fait qu'un projet marche. Voilà. Donc, quand on va communiquer sur cet écoquartier, quand on va rassembler les habitants pour les interroger sur des scénarios d'aménagement, petit à petit, une culture commune va se créer, les gens vont être informés tout au long, et c'est la seule façon pour que les habitants puissent s'approprier aussi les évolutions de leur cadre de vie. Il n'y a pas de moyens, alors encore que maintenant ça a évolué, parce qu'au départ l'écoquartier ça n'apportait pas des moyens financiers supplémentaires, mais aujourd'hui, là on l'a appris en décembre, il va y avoir des moyens supplémentaires qui vont être accordés, mais dans certaines conditions, et nous de fait comme on commence à remplir des engagements, comme on commence à mettre en œuvre des objectifs, on va être beaucoup plus prêt pour pouvoir répondre à des appels à projets. Donc le label écoquartier, pour nous, c'est une clé d'entrée pour avoir d'autres financements qui vont être beaucoup plus facilement accessibles. On va être prioritaire sur des appels à projets. Voilà. Et puis, on a un accompagnement de la collectivité, voilà, par un réseau, des partages d'expériences. On va pas passer. Non, on passe parce que là, j'avais mis l'exemple d'un écoquartier sur Vologne parce qu'il était assez comparable. Mais je vous laisserai le document. Il y a une petite vidéo où la maire et des habitants de Vologne, donc Vologne, c'est une petite commune de 1700 habitants dans la vallée de la Durance, qui ont mis en place un petit écoquartier juste en lien direct avec leur centre ancien. Et ils témoignent, c'est une vidéo de 3 minutes où ils témoignent justement de ce que l'écoquartier a apporté. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'ils mettent beaucoup en avant la dimension, les services, les relations humaines, enfin tout ce qui s'est construit comme synergie publique et privée. Le périmètre qu'on a envisagé, il y a un périmètre à court terme, c'est celui sur lequel, alors c'est en rouge, avec l'éclairage on ne voit pas très bien. Donc si tu peux zoomer, tu fais CTRL+, comme ça on va zoomer un peu. On va avoir un écoquartier, un premier périmètre opérationnel, c'est-à-dire là où la maîtrise foncière
et communal. Voilà. C'est-à-dire là où on peut agir directement. Ce périmètre rouge, c'est celui qui est au cœur de l'étoile. Donc on a le Tènement ancien hôpital, on a la place Thibon, la place de Loie, on descend jusqu'à la place des Sœurs et anciennement le jardin des Sœurs. Voilà. On a pris cet ensemble-là qui nous paraissait un ensemble cohérent, un seul tenant, et qui est stratégique pour la commune des Vences parce que c'est la porte d'entrée véritablement. C'est aussi ce quartier qui est carrefour entre les liaisons nord-sud depuis le collège jusqu'au centre sportif et culturel plus au sud. Donc là, on a une liaison, un maillage d'espaces publics, d'équipements publics et donc de liaisons piétonnes aussi à créer, à renforcer. Et on a aussi toutes les liaisons intercommunales, tous les habitants qui vivent sur les environs et qui viennent sur les Vences travailler ou inversement. Donc c'est là où se passe le maximum de vie et de croisement. Et puis on a aussi donc à ce niveau-là une entrée directe sur le centre patrimonial qui est aussi le cœur commercial des Vences. Un périmètre plus élargi a aussi été imaginé, simplement pour avoir des réflexions qui fassent toujours le va-et-vient entre l'ensemble du bourg et l'écoquartier. Un exemple, sur les thématiques des déplacements, des circulations, des stationnements, les élus ont pensé à un schéma de mobilité et de stationnement qui est à l'échelle du centre-bourg. Voilà. Donc, il va y avoir toujours une cohérence avec la programmation que l'on va faire sur ce périmètre et la réponse qui est apportée à ces besoins-là, en besoin en stationnement par exemple, qui se fait aussi à l'échelle du centre-bourg. Voilà. Donc là, c'est un périmètre de réflexion sur lequel, quand on aura terminé l'écoquartier en 2026, on va pouvoir aussi engager à l'échéance 2032 par exemple des projets. Mais c'est vrai que pour être le plus cohérent possible, il faut toujours avoir un va-et-vient dans les échelles, non seulement spatiales, mais aussi dans le temps. Donc sur l'écoquartier, comme je vous ai dit, c'est un maillon déterminant dans la stratégie Petite Ville de demain. Donc on a gardé les 4 axes stratégiques de Petite Ville de demain, c'est-à-dire travailler sur la vitalité commerciale, touristique, l'économie agricole, l'économie circulaire, la saisonnalité aussi, qui est un facteur déterminant. On va travailler, deuxième axe, on va travailler sur le cadre de vie, la qualité environnementale et le bien-être, c'est-à-dire sur les espaces publics. Comment on peut créer des îlots de fraîcheur, des cheminements où la trame verte ou l'espace arboré peut donner du confort, apporter aussi des sols et une gestion de l'eau qui soit cohérente, pertinente avec tous les enjeux que l'on connaît aujourd'hui de réchauffement climatique. Et c'est là aussi qu'on va traiter du volet énergie. Et troisième volet, les mobilités. Voilà, donc comme je l'ai dit, travailler sur le plan de mobilité sur les 2 échelles, voir quelles peuvent être les mobilités douces qu'on va pouvoir amener dans le centre-bourg et quels sont les types d'équipements qu'on va pouvoir aussi amener et créer, notamment sur cet écoquartier qui va être un peu la zone test. Voilà. Et l'habitat, c'est la quatrième entrée, sachant qu'on a, via l'OPA, déjà un certain nombre d'objectifs de lutte contre l'habitat indigne, de lutte contre la précarité énergétique, la vacance, qui impacte aussi fortement les Vences. Voilà, donc on va apporter déjà des éléments de réponse sur l'habitat et on va essayer aussi de mettre en cohérence et en relation ce qu'on va faire sur l'écoquartier. Alors concrètement, sur l'axe 1, là je vais vous donner des objectifs et des éléments de programme que l'on a mis derrière tous ces grands mots, ces grands axes. Donc l'enjeu global sur la vitalité socio-économique, comme je vous l'ai dit, c'est de conforter cette image forte qu'a les Vences à l'échelle territoriale, et c'est d'aller plus loin aussi, c'est de faire que les Vences soient aussi cette locomotive territoriale et pouvoir offrir un cadre qui soit favorable à la pérennité des activités économiques, à leur résilience face aux variations structurelles. Voilà, donc créer un environnement urbain et attractif pour le maintien des commerces et des services,
Ça se traduit par la réfection des espaces publics, notamment les espaces comme la place Thibon ou le boulevard Nadal. Ça va être apporter du confort pour toutes les circulations, donner une place aux piétons, donner une place aux vélos, mais aussi aux voitures et aux bus, qui sont partie prenante de cette vie du centre-bourg, et travailler sur l'adéquation de l'offre de stationnement. Voilà, donc concrètement, sur la place Thibon, le bureau d'études va faire des scénarios. Le bureau d'études paysagistes relations urbaines qui sont mandatés par la commune pour y travailler, ils vont faire des scénarios de réaménagement de cette place et qui vont être proposés aux élus et aux habitants. Sur le volet socio-économique, la programmation de l'îlot de l'ancienne friche, de l'ancien hôpital, là aussi, on va répondre à ces objectifs avec, bien entendu, la maison médicale. Ça va être des services en plein cœur du centre-bourg, de la création d'emplois directs, et puis répondre aux besoins de santé et de bien-être des habitants. Par ailleurs, on a dans le bâtiment D, donc celui qui est acquis par la communauté de communes, une programmation avec des services comme une médiathèque, un espace de coworking, un espace France Service et un jardin de lecture. Voilà. Donc c'est l'ensemble de cette offre déjà qui fabrique déjà un nouveau quartier avec de nouveaux services pour la commune. Et donc, il y aurait des opportunités à étudier aussi. On va y arriver tout à l'heure parce qu'il y a des bâtiments sur cette place Thibon qui sont mis à la vente ou qu'on pressent prochainement à la vente. L'auberge de Notre-Dame et puis l'hôtel du Vivarais. Et donc, la commune se pose la question, pourquoi pas profiter de ces opportunités pour venir créer des espaces qu'on appelle les espaces de tiers-lieux, c'est-à-dire des lieux où va venir se combiner à la fois des activités économiques, des activités socio-culturelles. Ce sont souvent des lieux un peu hybrides, où l'action publique et l'action privée sont concomitantes et les financements des uns et des autres permettent de faire émerger ces projets. Donc on va voir que l'écoquartier peut être aussi un moyen de faire un appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir voir quels sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire, par exemple, mais entre autres, quels sont les acteurs qui vont pouvoir aussi venir se positionner et faire leurs offres. Sur l'axe 2, le cadre de vie, donc l'enjeu global étant de réenchanter la ville, c'est-à-dire donner de la place aux enfants aussi dans le cœur de bourg. On sait que la génération des enfants, voilà, créer de l'espace pour eux, c'est ce qui donne vie aussi dans un village. Voilà, donc des espaces aussi propices à l'intergénérationnel par rapport à la composition de la population actuelle. Voilà, on est toujours en cohérence avec le diagnostic actuel de la commune. On a une structuration de la population avec des jeunes générations qui sont bien présentes et répondre aux besoins des personnes âgées, mais aussi des jeunes actifs ou des familles qui sont présentes sur les Vances. Ça serait un des objectifs du centre-bourg. Créer des îlots de fraîcheur, faire que les circulations piétonnes puissent se faire sur des lieux ombragés, sur des lieux mis en sécurité aussi par rapport aux circulations de voitures. Et puis peut-être voir créer des jardins nourriciers. Donc la renaturation de l'espace friche ancien hôpital répond déjà pleinement à cet objectif-là, où on va travailler sur le maintien ou la restauration de sols perméables, où on va venir faire une gestion exemplaire de la ressource en eau. Voilà, optimiser aussi la source qui est existante, voir comment on peut le faire, et valoriser aussi la place de l'arbre et de l'eau pour structurer la trame des espaces publics. Voilà, donc quand on parle d'aménagement paysager, c'est à la fois pour le bien-être paysager, j'allais dire esthétique, mais c'est aussi et surtout pour le bien-être fonctionnel, en fait, pour le bon fonctionnement d'un espace. Et faire qu'il soit véritablement investi par les habitants, que les habitants puissent y aller avec goût et plaisir, tout simplement. La requalification de la place Thibon va aussi répondre à ces objectifs. On va d'abord travailler sur la rénovation des réseaux, eau usée, eau potable,
Donc l'assainissement là est un des gros enjeux là sur cet espace-là. La place des conteneurs, les conteneurs de tri aussi, voilà, là aussi on va y travailler parce que ça va être une de ces composantes dans l'écoquartier et sur laquelle on va aussi pouvoir interroger les habitants. Parce que c'est eux les usagers premiers, donc voilà, de travailler avec eux sur ces sujets-là, c'est important. Et puis le partage des espaces, parce que la réversibilité des espaces, aujourd'hui, on se rend compte avec recul dans les aménagements qu'on a fait beaucoup d'investissements sur lesquels on a dû revenir parce qu'on n'avait pas prévu que les espaces allaient permuter, qu'il allait y avoir d'autres usages qui allaient se faire. Et donc aujourd'hui, on essaie d'anticiper sur toutes les vocations des espaces possibles, toutes les destinations et les usages. Donc on va travailler aussi sur la réversibilité des aménagements, voire tester des aménagements temporaires pour les tester avec la population sur une année N+1, pour que l'année N+2, les travaux se fassent en connaissance de ce qu'on aura testé. Et les modes doux, voilà, pour l'introduction du vélo, des parcours piétons. Voilà, là aussi, c'est un des objectifs de la commune qui ne va pas se faire que sur la place Thibon, mais en particulier, on va pouvoir concrètement le travailler sur les scénarios de la place Thibon. La place de Loie, là aussi, on a imaginé donc avec les élus, ce ne sont que des hypothèses de travail pour l'instant, mais qui seront à confirmer et à conforter avec le bureau d'études et les habitants. Donc comment imaginer la place des enfants, comment imaginer un parc ombragé, voir des jardins nourriciers. Alors ce sont des expériences qui se font souvent on a pas mal de retours d'expérience aujourd'hui dans différents villages, des travaux qui se font avec des écoles ou des associations, des collectifs. Enfin voilà, il y a un tas d'initiatives locales dont on n'a pas forcément connaissance, mais la dynamique écoquartier va peut-être nous permettre de faire émerger ces initiatives et donc de voir comment on peut valoriser ces espaces-là dans les anciens jardins des Sœurs, voir qu'est-ce qu'on peut en faire demain pour que ce soit des espaces agréables et surtout investis par les habitants et par les touristes aussi, parce que la plus-value, elle est à la fois touristique et pour les habitants, pour les résidents à l'année. La réfection des parkings aussi, voilà comment on va pouvoir désimperméabiliser une partie, ramener de l'ombrage, de la fraîcheur, voilà, faire des zones tampons entre les parcs jardins et le parking, voilà, sachant qu'il y a une acquisition communale qui est en cours et que ce jardin des Sœurs va aussi nous permettre de faire des liens avec les quartiers existants, la place du Lavoir, voilà, tous les équipements existants. Alors, je vais peut-être un peu accélérer, c'est ça. Donc, sur l'axe 3, on est sur le confort et la mobilité. Donc là, il y a toute une réorganisation des stationnements à l'échelle du centre-bourg et Alors, ça, c'est moi, c'est évidemment. Voilà. Pardon. Voilà. Donc là, ce sera important, lors de la concertation des habitants, d'informer les habitants de tous les projets, les décisions prises par la commune. Parce que si les travaux commencent dès ce printemps, il est important que la population soit mise au courant et puisse se préparer à cette mise en travaux et qu'ils sachent vers quoi on va. Voilà, donc confort et mobilité, c'est travailler sur les circulations vélo. On va voir comment on peut travailler peut-être sur des voies cyclables, des sites propres, pour pouvoir... Alors, quand on parle de circulation en site propre, c'est une piste qui est consacrée au vélo, ou voir si le vélo cohabite avec des marquages appropriés, avec de la signalétique, avec des jalonnements aussi pour les stationnements, pour guider les visiteurs. Voilà, donc tout cela se met en place de façon cohérente, toujours en laissant la place, certes, aux voitures, mais en donnant une place aussi privilégiée à ces nouveaux modes de déplacement. Et puis tester des dispositifs, des véhicules tests, par exemple des vélos assistance électrique. Il y a des services qui vont être mis en parallèle par la communauté de communes sur ces sujets-là. On va avoir les voies cyclables aussi à plus grande échelle qu'il va falloir relier au centre-bourg parce que ça va être aussi une manne de visiteurs supplémentaires. Donc qu'il y ait une mise en cohérence
entre les actions du centre-bourg et toute la dynamique qui se met en place sur les voies vertes à l'échelle territoriale, à l'échelle intercommunale. Voilà, ça c'est un des objectifs. Et puis une gare multimodale, c'est à étudier. Mais ça, ce sont des sujets au fur et à mesure où on va pouvoir tirer les fils au fur et à mesure et vérifier la faisabilité tout au cours de cette démarche écoquartier. Et les articulations piétonnes, comme je disais tout à l'heure, il était important de pouvoir relier tous les espaces et les équipements publics, depuis le collège jusqu'au centre sportif et culturel, voilà, en passant donc par la future maison médicale et puis tous les espaces publics qu'on peut créer, place des Sœurs. Et l'habitat, sur la thématique de l'habitat, j'ai représenté de nouveau le périmètre en rouge pour pouvoir bien montrer que la place Thibon, on va la prendre dans son entièreté, c'est-à-dire y compris toute la frange bâtie qui cadre cette place, voilà, sur laquelle on va pouvoir aussi prioriser les actions en matière d'habitat, sur la rénovation, sur l'incitation des propriétaires bailleurs pour pouvoir rénover les bâtiments, sur l'opportunité de bâtiments stratégiques comme peut-être l'auberge Notre-Dame, peut-être l'hôtel de Vivarais, voilà, où on va pouvoir mener des opérations publiques-privées qui soient un peu phares et qui soient marquantes sur cet espace. Quant à la concertation des habitants, on va la faire de deux manières. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est programmé, ce qu'on aura travaillé avec les bureaux d'études et sur lesquels on va informer au fur et à mesure les habitants, être le plus transparent possible sur ce qui a été pris comme décision par la commune, qui va changer le cadre de vie et justifier, expliquer quelle est la plus-value de ce qu'on va apporter. Donc là, dans ce qui est déjà programmé, on va être sur un niveau d'information. Et pour ce qui n'est pas tout à fait encore défini, qui est en cours de travail, c'est là qu'on va pouvoir concerter. Donc on va passer très clairement, donc informer les habitants sur la programmation paysagère de l'îlot, la friche de l'ancien hôpital, les informer sur la programmation paysagère sur les grands axes avenue Nadal, il manque le L, et la liaison nord-sud, et la programmation du bâtiment D. Ça, ce sont des choses qui ont été actées et sur lesquelles on va renseigner, informer les habitants pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Par contre, place Thibon, place des Sœurs, là, c'est des sujets sur lesquels le bureau d'études va apporter des scénarios. Voilà. Option 1, option 2, option 3. On va les présenter aux habitants pour que chacun, en tant qu'usager quotidien, puisse faire leur retour d'expérience, faire leurs suggestions, apporter peut-être aussi de nouvelles idées, mais de sorte à ce que, à l'issue de chaque atelier, donc il y en aura deux en l'occurrence, place Thibon et place des Sœurs, à l'issue de ces deux ateliers, on va avoir une matière qui va aider le conseil municipal à finaliser ses choix. Voilà. Sachant qu'on va expliquer également aux habitants que le choix d'une commune se fait aussi avec des faisabilités techniques, juridiques, foncières certes, et économiques. Voilà. Donc la maîtrise des coûts, la faisabilité économique des sujets, des projets, elle va également venir dans la balance, et c'est ce qui va nous permettre ensuite, la commune, de revenir vers les habitants pour expliquer les choix. On a retenu telle proposition des habitants, pourquoi? Celles-ci ont été écartées, pourquoi? Voilà. Ça, c'est toujours très important de faire ce va-et-vient, expliquer aux habitants qu'est-ce qu'on fait de leur contribution. Et sachant que pour vous aussi, c'est d'une grande aide, c'est-à-dire qu'on va avoir des éléments qui vont venir des habitants, on va avoir la température aussi qui va être prise au fur et à mesure, la réaction des gens à chaque proposition, et ça va vous permettre aussi, vous, de trancher, vous donner des arguments supplémentaires, et voire vous conforter dans vos décisions et dans vos intuitions. Voilà. Et ce que j'appelle appel à manifestation d'intérêt, ça c'est dans le cadre de projets comme un projet pour les seniors, un projet de coworking, un projet de tiers-lieu, voire des jardins nourriciers, je ne l'ai pas mis, mais ça ce sont des sujets sur lesquels on a besoin de sonder quelles sont les forces vives sur le territoire qui peuvent être un relais de l'action publique et qui peuvent venir s'impliquer. Voilà. C'est bon, voilà. Donc,
on vous donne la parole si vous avez des questions sur la démarche, sur les projets qu'on a vite énumérés. Merci Oui. Nathalie et merci Vanina. Moi, Je vous donnerai la parole, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que là, si on arrive, je pense qu'on n'est pas les précurseurs en la matière, mais si on arrive à faire tout ça, on sera vraiment dans une configuration vraiment idyllique. Hein. Je vous le dis franchement. Bon, mais il faut oser, Bon, donc on a dit, on laissait une part d'espace pour les questions. Josie. Oui, moi j'ai juste une petite question par rapport à tout ce qui est circulation. Sauf erreur de ma part, je ne vous ai pas entendu parler des personnes à mobilité réduite. Qu'est-ce que vous avez, la démarche écoquartier, est-ce qu'a prévu quelque chose Oui, pour mais ça? complètement. Voilà. Mais vous avez raison. Parce que là, ça manque, je trouve. Vous avez raison. Parce que là, je suis les pas... experts, ils risquent de... Je suis pas rentrée dans les détails, mais c'est vrai que donc il y avait le projet... il y a un projet de maison seigneuriale ou voire intergénérationnelle. Bon, on va voir. Mais en tout cas, ça, c'est un projet qui s'adresse à des personnes, a priori, qui peuvent être à mobilité Et les maisons réduite. médicales aussi. Et donc, la cohérence, ça va être à la fois dans l'offre, la programmation architecturale, mais aussi dans le traitement des espaces publics qui vont être autour. Donc, faire des espaces qui soient circulaires pour un fauteuil, ça veut dire aussi... que ce soit pour une personne âgée ou une personne à mobilité réduite, quel que soit son âge, ou que ce soit des poussettes pour enfants. Voilà, ce sont des espaces de circulation, un confort, une accessibilité au service et à l'espace public qui va être apporté. Et ça va être un dénominateur commun qu'on va avoir à la fois sur l'espace friche, hôpital, mais aussi sur la place Thibon, mais aussi place de Loie, place des Sœurs. Ça, c'est un objectif qu'on a marqué dans notre Parce que grille. c'est vrai que là, quand vous parlez de la circulation, vous parlez des voitures, des vélos, etc. Mais ça serait peut-être bien que ça y soit. Enfin, c'est juste... de la mettre beaucoup plus en évidence. Oui, alors juste pour compléter, en effet, je précise qu'il y a une étude sur la mobilité qui va être lancée très prochainement et que justement cette question de sécurisation et de liaison douce va être quand même au centre intégré, voilà, parce qu'on a bien conscience que, enfin c'est pas nous, de toute façon qu'il y a un gros enjeu de sécurisation, étant donné qu'il n'y a pas des trottoirs de partout, même en poussette c'est très difficile de circuler, et voilà, tout à fait. Je voudrais juste faire une petite remarque. L'espace de coworking dépend de la communauté de communes et il est déjà prévu au rez-de-chaussée du bâtiment D. Alors oui, j'ai pas précisé. On a effectivement discuté avec la communauté de communes, avec Lionel Robert, sur le fait que cet espace-là est prévu, effectivement. Et ce qu'on va faire, c'est de finaliser la programmation avec les architectes, de le faire en concertation avec des coworkers qui sont actuellement dans l'espace, qui existent, et voir de futurs coworkers aussi qui seraient intéressés par cet équipement. De sorte à ce que l'architecte puisse prévoir aussi une modularité. Enfin, on a un volume, mais comment on aménage l'intérieur de ce volume, voilà, avec des espaces qui puissent être modulables aussi, parce que les coworkers, il va y avoir un turnover, de toute façon, on le sait, différentes configurations de salles. Et cette modularité, elle permet à l'espace de vivre mieux, d'être plus fonctionnel et d'avoir dans la durée de vie aussi quelque chose qui fonctionne bien. Voilà. Donc la concertation à ce niveau-là, elle va être pour l'aménagement intérieur de cet espace coworking. D'ailleurs, il n'y a pas que l'espace coworking, parce qu'il y a aussi France Service, la médiathèque, qui sont aussi des services de la communauté de communes qui sont prévus. Ouais. C'est vrai que sur cet espace de coworking où on voit bien que le besoin aussi est de faire connaître ce service aux habitants, peut-être des nouveaux arrivants aussi qui ne connaissent pas cette initiative-là, donc de la faire connaître et plus on est dans la circulation d'informations, plus on va avoir des gens qui vont venir faire vivre le lieu et s'en servir tout simplement. D'autres questions? Ernaud, oui. Dans les aspects, on va dire, environnement, j'ai retenu l'aspect espace vert, plantation, ressources en eau. Vous avez peu parlé d'énergie.
Est-ce qu'il y a des choses un peu plus précises à évoquer à ce sujet? Alors, à ce jour, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui est prévu. Très clairement, ça fait partie d'une des cases à cocher dans le cadre d'une labellisation. Donc, ça veut dire que ça va être un chemin à investiguer. Il y avait, dans les premières esquisses qui avaient été réalisées, donc il y avait les panneaux photovoltaïques, mais cela a été plutôt abandonné pour l'instant. Donc, c'est quelque chose qui est à étudier, effectivement. Et j'ajoute que la dimension aussi de récupération de l'eau est importante dans le cadre d'une labellisation. Voilà. Donc ce sera à voir. C'est vrai qu'on est un peu bloqué concernant le photovoltaïque par rapport aux avis de l'architecte des bâtiments de France, qui exige des qualités de panneaux un petit peu, je dirais, je pourrais qualifier d'exceptionnelles par rapport à celles qu'on connaît, puisqu'ils demandent des panneaux rouges qui coûtent 3 fois plus cher et qui sont 3 fois moins performants. Voilà. Puisqu'on est dans ce périmètre de ABF. Voilà, il faut préciser qu'on est quand même dans le périmètre des monuments historiques et donc on n'a pas complètement les coudées franches sur ce qui peut être fait, mais quelque chose est à envisager. En tout cas, on a la présence de la source et ça, il y a peut-être quelque chose à faire avec cela parce que cette source, elle a quand même un débit tout à fait honorable à l'année. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir sur le plan hydraulique, je ne sais pas. Après, ça veut dire aussi... On peut rajouter quand même que, concernant la transition énergétique, que toutes les constructions qui se font, hormis la maison médicale, puisqu'elle est passée, le permis de construire est passé avant le 30 juin, mais les futures autres constructions seront en RT 2020. Donc, ça compte. Oui, ça compte, bien sûr. Et que tous les maîtres d'ouvrage qui construisent étudient quand même les questions de panneaux photovoltaïques sur leur propre droit. Oui, Donc, ça c'est intégré dans la commande publique de toute façon. Voilà. Et ça ne nous empêche pas aussi de réfléchir sur l'éclairage public aussi, sur les espaces publics. Voilà, comment rééquiper sur des extinctions peut-être aussi aux heures de nuit ou... voilà, ou de l'éclairage photovoltaïque aussi. Voilà. Donc on a plein de pistes quand même sur le volet énergétique, même si on ne met pas du panneau solaire dans toutes les rues, on a aussi d'autres pistes pour économiser les énergies. Mais c'est vrai que cette dimension-là, il faut l'avoir en tête, oui. Bien. D'autres questions? Paul? Non, ce n'est pas une question. Enfin, oui, le document qui vient d'être projeté, ça serait peut-être bien qu'on l'ait aussi en tant que conseillers municipaux, parce que là, on le découvre, et donc c'est quand même la méthodologie qui se met en place pour arriver au but de l'écoquartier. Donc pour qu'on puisse nous y réfléchir dans notre coin, chacun, ça serait bien qu'on ait ce document. Parce on va vous transmettre, on va tout vous transmettre. Pas d'inquiétude, on va tout vous transmettre. D'accord. Oui. Je crois que l'idéal serait de le transmettre à tout le conseil municipal. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, je n'ai pas les noms, mais je transmettrai, je crois, à Marie-Hélène, et puis elle se chargera de... On y arrivera. Ouais, il est important que vous, élus, vous fassiez aussi les ambassadeurs de ce projet, que vous ayez tous les éléments en main. Donc, ce diaporama. Et concernant la communication et la concertation que l'on va mener avec les habitants, pas plus tard que cet après-midi, on a mis ça en place. On a acté le fait qu'il y ait une page dédiée sur le site de la commune pour informer les habitants de cette démarche, et y compris les élus, pour que vous-même vous puissiez avoir ce centre de ressources-là pour vous, pour pouvoir en discuter avec les habitants. Donc sur ce site, sur cette page dédiée, il y aura à chaque fois les réunions, les rendez-vous, les invitations, les comptes rendus de réunions, les études qui sont rendues publiques pour que chacun puisse avoir accès à cette information à tout moment. Et des contacts aussi pour qu'on puisse faire remonter aussi des questions. Voilà. Et cette communication, elle est très importante, voilà, pour que l'appropriation du projet se fasse par tous avec un même niveau d'acculturation et un même niveau d'information au bon moment. Parfait. Pour terminer là-dessus, donc effectivement, il va y avoir des réunions programmées à différents niveaux, je vais comprendre. Ça serait bien aussi peut-être qu'on soit invité en tant que conseil municipal
comment, je ne sais pas, mais pour qu'on soit au courant de ce qui se passe. Parce que pour le moment, nous, conseillers d'opposition, on ne le sait pas là. Donc, vous travaillez un petit groupe, hein, donc, ce qui est normal au démarrage, effectivement, mais il faut qu'on participe tous à ce projet. Donc, pour participer, il faut qu'on participe aussi aux réunions qui auront lieu pour pouvoir faire avancer le projet, bien entendu. Hein. Parce qu'on parle des gens extérieurs, mais il faut déjà que tout le conseil soit partie prenante. Pour précision, donc sur ces réunions avec les habitants, donc moi ce que j'ai conseillé, c'est que les élus soient présents, mais en tant qu'observateurs. Le parc va être dans l'animation, voilà, une animation neutre. Ça va pas être une tribune, les habitants face aux élus, hein, surtout pas. Il va falloir être dans une position constructive, donc on est là pour être à l'écoute, sans jugement sur les prises de parole de chaque habitant. Donc on va nous animer ces réunions et on invite évidemment les élus, les conseillers municipaux pour être présents, observateurs ou voir s'exprimer en tant qu'habitants. Voilà. Et donc être contributeurs. Mais juste une autre question maintenant. Donc ce qui sera présenté aux habitants, ce sera déjà quand même une espèce de schéma au départ. Ce ne sera pas une page vide. Non, on n'arrive pas avec une page blanche, voilà. On arrive avec des scénarios d'aménagement. Donc on va toujours expliquer en introduction de réunion qu'est-ce qu'on entend par écoquartier, globalement, hein, pour qu'on ait à peu près tous le même vocabulaire et les mêmes idées derrière ces mots. Et puis on va leur soumettre différents scénarios sur lesquels on va les interroger. Donc on va organiser ça avec différentes tables, par petits groupes, parce que les petits groupes favorisent aussi la prise de parole pour les gens. Différentes tables sur lesquelles on va mettre des plans qui seront imprimés en grand, avec voilà, différents dispositifs pour que chacun puisse s'exprimer par le dessin, par des post-it, par écrit, enfin je ne sais, mais en tout cas on va créer une animation qui va permettre à chacun de s'exprimer sur ces scénarios. Mais il nous semblait important d'arriver avec des éléments de discussion, des éléments de base sur lesquels animer la discussion, plutôt que d'arriver avec une page blanche qui va apporter... voilà, il y a un travail qui est fait, qui est en cours, il faut le valoriser, et c'est là-dessus que la plus-value des habitants sera, en fait. Hein, voilà. Voilà, c'est-à-dire que ça va être une concertation cadrée, quand même, parce que ça va être... donc là, aujourd'hui, on a le bureau d'études de relations urbaines qui est en train de travailler sur les différentes esquisses, hein, et donc qui sera en capacité très prochainement, normalement au 15 février prochain, de proposer des premiers scénarios. Et donc, à partir de là, on va pouvoir lancer assez rapidement, normalement, une concertation auprès de la population. Donc... sur notamment la place Thibon, la place des Sœurs, ce qui correspond au périmètre un peu plus élargi, sachant que le ténement strict, bon, bah, il est quand même déjà assez arrêté quand même. Donc voilà, on ne va pas tout remettre à la discussion parce que la mairie, elle travaille sur ce projet déjà depuis un petit moment. Voilà, mais en revanche, tout ce qui est d'ordre vraiment, on va dire, sociétal, qui est de l'aide au service, de comment on vit sa ville, eh bien ça va être mis à la discussion. Voilà. Juste pour aller dans le sens de ce que tu disais, Jean-Paul, c'est surtout une concertation avec la population et non pas simplement une concertation entre élus, hein, mais des élus participants aussi. Non, mais j'entends bien, mais il y aura quand même des scénarios proposés, donc quelqu'un va bien les mettre en place, ces scénarios. C'est le cabinet uniquement, c'est qui c'est avec les élus le bureau d'études relations urbaines, qui a des paysagistes et urbanistes, c'est eux qui dessinent ces esquisses. Alors là, on va être à l'état d'esquisse, hein, c'est-à-dire des schémas, des croquis d'ambiance, voilà, pour imaginer. C'est eux qui vont venir présenter à la population les différentes options, les différentes hypothèses, et qui vont les justifier surtout. C'est-à-dire qu'on part de certains besoins, voilà, le besoin en végétalisation, la place de l'arbre dans la ville, quelle place on lui donne. Voilà, donc ça, ces éléments-là, c'est eux qui vont venir argumenter et expliquer donc les options qu'ils ont imaginées. Et après, on les soumet aux habitants et les habitants s'expriment à leur tour sur ces options. Voilà. Et on essaie toujours de bien mettre en évidence à quel besoin on répond. Voilà. Parce qu'à un même besoin, on peut avoir plusieurs réponses en termes d'aménagement, voilà, d'équipement. Quand on va parler des
des déplacements vélo, il y aura peut-être aussi des bornes pour recharger un vélo électrique, des abris à vélo. Quand les touristes arrivent, qui veulent poser leur vélo pour aller circuler dans le cœur historique, faire les commerces, le marché, etc., il va y avoir un besoin nouveau, c'est d'avoir un box pour mettre son vélo en sécurité. Et voilà, ce sont tous ces petits éléments-là très pratiques qui vont émerger dans les discussions et avec lesquels on va pouvoir associer les habitants pour se dire comment on rend ça fonctionnel. Voilà. Comment on concrétise ces objectifs. Mais à chaque fois, on met en évidence quel est le besoin, quel est l'objectif final et les différentes alternatives, les différentes réponses qu'on peut avoir. Dans l'écoquartier, il y a le mot écologie, mais il faudra bien leur rappeler qu'il y a peut-être aussi économie. Il ne faut pas non plus qu'ils nous fassent un projet somptuaire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Les bureaux d'études l'ont en tête. Hein. Il y a bien la dimension, je ne sais pas si vous l'avez vraiment relevé, il y a la dimension développement territorial. Et donc, en fait, ce qui est entendu à travers ce développement territorial, c'est la dimension économique, en fait. Donc, c'est comment ces services aussi génèrent finalement une plus-value. Voilà. Comment peut-on développer l'économie, mais sans non plus dépasser les Voilà. portefeuilles? Oui, absolument. De plus en plus, on est dans la sobriété, la recherche de sobriété aussi, parce qu'on n'est pas dans un contexte urbain. Voilà. Donc, les propositions en termes d'aménagement et d'équipement, elles vont être en cohérence aussi avec cet environnement-là, qui est un environnement rural. Donc, il y a des choses simples en fait qui peuvent être mises en place, assez peu coûteuses et tout aussi efficaces. Vous avez très bien compris que c'était les responsables. Mais vous savez comme moi que ça dépasse toujours les espérances quand on a des projets. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même. Justement, sur chacun des prudent. projets, notamment sur la maison seigneuriale, il importe de vraiment regarder aussi je dirais la balance économique, en fait, par exemple, de ce type d'investissement. C'est-à-dire que la mairie, elle va céder un foncier. Et il me semble important qu'elle s'exerce un calcul sur ce retour sur investissement. Voilà. Donc il ne s'agit pas non plus de brader du foncier. Non, bien sûr. Et de bien calculer justement quel va être le modèle économique, par exemple, qui va permettre un retour sur investissement. Ça, c'est un travail qui est important au niveau de la commune, justement pour qu'aujourd'hui elle bénéficie de ce foncier. Le foncier devient une denrée rare, qui est précieuse, et donc il ne s'agit pas de le gaspiller, entre guillemets. Gâcher, donc voilà, donc ça c'est très important, effectivement, d'avoir ce regard sur le retour économique de chacun des tènements qui vont être cédés. Je me permets juste de préciser qu'il y a le fonds vert en 2023 qui va être en phase pilote cette année. Récemment, j'étais en réunion à la direction départementale des territoires, sur lesquels il y a beaucoup de lignes pour lesquelles le projet d'écoquartier pourrait répondre. Bien. Merci. Je crois qu'on a largement dépassé. Jean-Marc, encore, j'ai pas juste au niveau de l'économie, puisque tu le rappelais, il y a l'économie du centre-ville, il y a l'économie aussi du quartier de la Clairette. On a bien deux endroits où il y a de l'économie, et cet écoquartier se trouve au milieu, on va dire comme ceci. Et j'ai entendu parler plutôt du côté vers la ville, mais il y a aussi l'autre côté pour lequel il y a, je pense que ça sera envisagé, comment on y va, comment on se déplace dans ce domaine-là. Alors justement, juste pour répondre, donc l'étude sur la mobilité là, que je vais lancer prochainement dans le cadre de Petite Ville de demain, elle doit s'attacher également à ça, c'est-à-dire la circulation au centre-bourg. Donc on va dire il y a le centre historique, il y a ce tènement de l'ancien hôpital qui est adossé au centre historique et qui va correspondre en fait dans le futur à une sorte d'élargissement du centre, de la centralité. Mais bien sûr, il est important de penser les mobilités jusqu'à la Clairette, voire aujourd'hui jusqu'à la zone du Champ Vert, par exemple, qui sont un élargissement finalement des Vences, et sur lesquels il est important, par exemple, de penser mobilité douce, sans avoir forcément à prendre la voiture, par exemple, pour se déplacer de ces zones qui sont en périphérie directe des Vences. Ça fait partie des enjeux qui seront proposés dans le cadre de l'ORT de Petite Ville de demain. Ok. Bien, écoutez, merci à toutes les deux. Merci Nathalie et merci Vanina.
J'espère que vous avez un peu éclairé la lanterne de tout le monde. Mais c'est vrai, ça fait 6 mois qu'on commence qu'on y travaille dessus. Hein. Et on a démarré, comme dit Jean-Paul, avec un petit groupe, mais on va étendre tout ça, hein, parce qu'il faut que tout le monde soit au courant. Parce que ce projet, c'est le projet de tous. C'est pas simplement notre projet. Hein. Bien. Merci. Donc vous pouvez déménager en toute tranquillité. On va démarrer le conseil municipal. Et justement, avant de démarrer ce conseil municipal, je voudrais qu'on ait une pensée par rapport à la famille d'André et de Jean-Marie Chauvet, qui a perdu cette famille a perdu son enfant de 53 ans. Il ne faut pas oublier qu'André Chauvet était une employée communale et que Jean-Marie Chauvet, c'est un ami de toujours. Ça m'a fait quand même quelque chose. Je connaissais très bien son fils. Et je crois qu'il fallait quand même qu'on marque le coup. Et je vous dis, il y a aussi une enveloppe qui est prévue à l'accueil, à ce titre-là. Bien. Alors, on va démarrer ce conseil municipal. Je voudrais désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. C'est toujours. Merci, Christiane. Sincèrement, Christiane, si ça te pose un souci, tu me le dis quand même, parce que tu es toujours désigné d'office. Mais comme tu le fais si bien, on va passer à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 11 juillet. Ah oui, pardon. Pardon, l'appel. Toujours l'appel. Je vous en prie, Marie-Hélène, l'appel. Jean Aubanel, Virginie Bonin. Je crois qu'il y avait une procuration. Il y a une procuration, oui. Il me semble. Oui, à Hubert Thibon. Procuration à Hubert Thibon. Franck Monet. Nicolas Broche, procuration à Julien Hugo. Jean-Louis Bruère, procuration à Josie Laurent. Thierry Capio. Paulette Carimio, procuration à Jean-Paul Manifacier. Cathy Colomb, procuration à Marie-Jeanne Lapierre. Cathy Échalier. Georges Foucuy, procuration à Cathy Échalier. Arnaud Froment. Sébastien Gadi, procuration à Thierry Capio. Julien Hugo. Marie-Jeanne Lapierre. Josie Laurent. Vera Lopez Maltès. Jean-Paul Manifacier. Jean-Marc Michel. Présent. Christiane Reynard. Annie Richard. Françoise Rieux-Fromentin. Floriane Souterran. Hubert Thibon. Bien, merci. Donc, j'en reviens à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 11 janvier. Est-ce que vous avez des remarques sur ce procès-verbal? Bon, pas de remarques? Pas de remarques? Donc, est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Donc, il est voté à l'unanimité. Merci beaucoup. Un conseil municipal qui sera quand même relativement rapide, puisqu'il y a 3 questions à l'ordre du jour. Et en plus de ça, il n'y a pas de questions diverses. Ah oui, 4, pardon. Donc, oui, je vais vous proposer d'en rejeter une à la fin. On va d'abord faire les 3 premières qui se présentent. Une qui va toucher directement les retransmissions. Voilà. Donc, premier point à l'ordre du jour, ça concerne, vous savez, les servitudes que l'on avait, concernant les parcelles que l'on avait vendues pour la modique somme de 400 €, rectifiée de 145 à 400 €, qui se trouve au Pradal. Les parcelles 164 996, 998, 1000 et 1002. Pour, je dirais, assurer le coût et sécuriser au maximum concernant la servitude par rapport au CISPEC,
la personne qui s'occupe des actes à la forme administrative nous a proposé de rajouter une mention qui risque de bien borner quand même cet acte. La mention, c'est établir une servitude de passage de canalisation sur les parcelles, sur les dites parcelles, pour le service de l'eau potable et de l'assainissement. Autrement dit, sur ces parcelles-là, il y aura une servitude de passage de canalisation. Voilà. Il faut rajouter ce membre de phrase, et je me demande de le passer à l'approbation de tous et de toutes. Est-ce que vous avez des remarques? Je croyais que c'était déjà prévu, là, pour la... Non, c'était prévu, mais il manquait justement ce membre de phrase pour sécuriser l'acte. Oui, parce qu'on avait dit, il faut quand On même l'avait qu'on dit, ait on le l'avait droit, pas écrit. le droit de passage, parce que ça pose Voilà, rapport. on l'avait dit, mais pas écrit. Alors là, on nous propose, Agnès Audibert, pour ne pas la citer, donc pour sécuriser l'opération, nous propose de rajouter la mention express, là, établir une servitude de passage de canalisation sur les parcelles, sur les dites parcelles, pour le service de l'eau et de l'assainissement. Au moins, on sait qu'il y aura l'eau et l'assainissement là-dessus, et qu'il y aura une servitude. On sait qu'elles se trouveront là, surtout. Je suis bien passé pour le savoir. Vous avez des remarques, hein? Non? Je fais voter. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Donc, c'est voté à l'unanimité. Merci. On avait, point numéro 2. On avait voté, vous savez, précédemment, c'est pas la création, la possibilité de créer un poste de chef de police municipale. Et là, on a pris la décision de choisir, justement. Donc, le nom, je ne voudrais pas citer le nom officiellement, mais enfin, vous l'avez dans la note de synthèse. C'est la personne qui correspondait le mieux, à mon avis, au profil qu'on recherchait. Et surtout, il était quand même plutôt jeune dans le métier, donc, par définition, beaucoup moins cher que ceux qui se présentaient. Beaucoup moins cher, c'était à 500, 600 euros par mois quand même. Hein. Et ce profil-là a retenu notre attention. Donc maintenant, on vous demande de créer justement ce poste-là. Juste pour compléter ce que tu dis, Jean-Marc, en fait, on attendait de connaître, bien sûr, la personne qui allait être recrutée pour pouvoir créer le poste qui correspondait à la personne, puisque là, dans l'occurrence, il s'agit d'une mutation. Donc il est évident que dans la continuité de son service, on la recrute sur le même grade et au même échelon où la personne était donc dans une commune proche, on va dire. Oui, elle n'est pas loin, cette commune. Et donc, il s'agit de délibérer pour créer le poste qui correspond donc à ce chef de service de police qu'on a recruté. Voilà. Alors, moi, j'ai souhaité que créer un poste avec un grade de catégorie supérieur à ceux qui existent actuellement, qui ne sont que des catégories C, parce que si on veut un chef de poste de police, il faut que hiérarchiquement, il soit quand même supérieur aux autres. Alors qu'on en a reçu qui était à grade équivalent. C'était un peu délicat quand même de la gestion de la hiérarchie. Alors, celui-ci, là, donc, a un grade de catégorie B, mais en matière de traitement, et comme je vous l'ai dit, il touche 500 à 600 euros de moins que les autres, parce que c'est un jeune dans le métier. Alors, le choix s'est porté sur lui. Alors, moi, je vous demande donc de créer ce poste-là. Des remarques, hein. Simplement préciser qu'il va commencer à partir du 1er mai. Voilà. 1er mai. Vous avez la réponse? Oui. Mais donc, je dois contacter quand même... bon, vous savez que c'est une mutation. Donc, à partir du moment où c'est une mutation, il y a toujours un préavis d'au moins 3 mois. Oui. Et la collectivité d'où il vient le lâche au 1er mai. Officiellement, ou je dois appeler le maire pour voir s'il n'y a pas moyen Bon, je dois l'appeler, je l'appellerai pour voir s'il peut faire l'effort. Je sais qu'il ne veut pas le lâcher facilement parce que c'est quelqu'un qui correspond tout à fait dans le boulot à ce qu'il veut, lui, là-bas, lui, le maire dans la Drôme, et ce ne sera pas facile qu'il le lâche avant les 3 mois. Ça prouve que c'est un bon élément. Voilà, des remarques, hein?
Bon, j'interviens comme je l'avais déjà fait précédemment quand on avait parlé de ce poste. On estime aussi, avec Paulette en particulier, que monter le service de police municipale à 5 éléments, puisqu'on en est là maintenant, on a beau me dire que Sylvain n'est pas là, pour ne pas le citer, mais il est en maladie, quand il va revenir, ben, il faudra bien le caser à quelque part. Moi, pour le moment, je sais, il est policier municipal, donc il fait partie des postes. 5 postes pour 5 personnes pour 4 postes et demi. Je pense, pour moi, c'est surdimensionné pour la commune des Vases. Je continue, donc je m'abstiendrai avec Paulette sur ce point-là, parce que je n'ai rien contre la personne, j'ai rien contre le poste, mais je pense qu'on n'a pas besoin de tant de policiers sur les Vases. Voilà. Voilà. Peut-être en ce moment, mais en période d'été, si. Surtout, je redis, c'est quand même un poste, Josie, Oui. qu'on crée, Oui. qui est titulaire. Oui. Et effectivement, il faudra bien à un moment ou l'autre recaser Sylvain, qui, lui, ou il rentrera à la police municipale ou pas, mais ça fera un poste de plus quand même. Ça, on en a bien conscience, Jean-Paul. Bien sûr. On avait un chef de service qui est parti à la retraite, qui n'a pour ainsi dire pas été remplacé. Donc là, il fallait vraiment, ça fait 1 an que le policier municipal est en arrêt, en indisponibilité pour raison de santé. Et bon, apparemment, il ne va pas reprendre tout de suite. Et s'il reprenait, je ne pense pas qu'il reprenne dans le service de police, parce qu'il a eu, bon, vous le savez tous, des soucis sur le lieu de son travail. Il a eu des problèmes psychologiques dus à cette agression qu'il a subie. Et apparemment, il ne reprendra pas au service de police. Donc, son poste est là. S'il reprend un jour et que sa santé va mieux, ce qu'on lui souhaite, on lui proposera autre chose. Maintenant, si ce qu'on lui propose ne lui convient pas, ben, il pourra toujours espérer une mutation ailleurs, etc. Mais de toute façon, dans le service de police, il ne reprendra pas, ça c'est certain. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont 5, qu'ils ne seront jamais 5. Sachant qu'on a quand même quelqu'un qui est à cheval entre ASVP et le service animation aussi. Donc ils seront 3,5. Voilà. Et ce que je précisais l'autre jour, logiquement, dans toutes les administrations pour lesquelles je me suis occupé, on a toujours fait, quand il y avait quelqu'un en maladie, on n'a jamais créé un poste de titulaire à côté. On a toujours pris des remplacements. C'est partout que ça se fait comme ça. Et donc, effectivement, là, on crée un poste, je dis encore une fois, il faudra gérer le poste supplémentaire par la suite, c'est tout. Voilà, donc j'ai quelques doutes. Oui, mais les remplacements, ça peut durer qu'un temps. On ne peut pas dépasser, après, les CDD pour des remplacements au bout d'1 an, 2 ans maximum. Après, on est obligé de parer à la carence. Non, mais On est bien l'important, obligé. Et il fallait vraiment un chef de service pour ce service. l'important, Josie, c'est qu'on a actuellement qu'un seul policier municipal qui est capable, je prends un exemple très particulier, de faire les fourrières. Et cet agent, on ne peut pas l'utiliser à demeure le samedi pour faire des fourrières en permanence. Déjà, moi, je lui tire le chapeau pour ce qu'il a fait. Il faut qu'il puisse travailler au moins en duo. Ça, parce que sinon, c'est toujours le même, il va faire le même au boulot. Et puis, je dis encore une fois, on est dans le service gendarmerie ici, et que la gendarmerie devrait couvrir un certain nombre de services sur la commune. J'ai eu encore l'expérience il y a quelques jours. Merci de le redire. Oui, mais voilà. oui, Mais et quand je me suis adressé à la gendarmerie pour un problème de chien sur la route qui monte là-haut vers Martrimas, hein, vous avez peut-être entendu parler, eh bien, effectivement, ils m'ont dit, regardez la police municipale, alors que ce n'est pas sur une route communale. Et donc, ils ont envoyé dans les grands en disant, adressez-vous à la police municipale. Donc, chaque fois qu'on va pouvoir faire du travail à la place de la gendarmerie, ils seront bien contents, effectivement, de se débarrasser de ça. Donc voilà, ça me pose un problème à quelque part, parce qu'on remplace un service par un autre qui devrait fonctionner mieux que ça. Mais Jean-Paul, c'est pas faute de solliciter la gendarmerie quand on en a besoin, et puis on regrette amèrement comme toi qu'on n'a pas toujours le service rendu, parce que bon, après ils ont leurs raisons multiples et variées. Bon, on va pas les critiquer là, on n'est pas là pour ça. Ils font leur travail comme ils peuvent aussi, sûrement, hein, voilà. Mais sache qu'à ce jour, nous, on fonctionne depuis plus d'1 an avec un seul policier municipal. Les 2 autres personnes sont des adjoints techniques à SVP. Voilà. D'accord ? Et ça fait plus d'1 an qu'on fonctionne comme ça, donc c'est un peu compliqué. Là, il y a la saison encore qui arrive, même plus, oui. Donc, on n'a pas 5 personnes, non.
Bien, on va prendre en compte ces remarques. Oui. Bon, elles sont tout à fait louables. Hein. Je fais voter pour la création de ce poste. Bon, j'ai entendu dire que Jean-Paul Paulette s'abstenait. Est-ce qu'il y a des voix contre? Donc, des abstentions, donc 2 abstentions. Donc, à la majorité, ce poste est créé. Alors, je voulais rajouter un autre point à l'ordre du jour. Ça concerne les retransmissions, telles que celles que l'on a ce soir, là. Donc, la société Technop nous a fait parvenir un devis. D'abord, je voulais savoir si vous étiez toujours d'accord pour que... Vous avez vu, j'avais essayé de sonder un petit peu comme ça quelques-uns d'entre vous pour savoir s'ils étaient éventuellement d'accord pour qu'on continue ces retransmissions. Apparemment, bon, c'est intéressant et c'est suivi. Oui, il y a un peu, je le passerai en dernier, le point, il va aller très vite. Donc, ces retransmissions se suivent parce qu'on a fait une étude, ces services ont fait une étude. Il y a environ 318 connexions à chaque conseil municipal. Alors, ce n'est pas des suivis permanents, mais c'est des connexions par-ci, par-là, ou des suivis permanents. Je veux dire, ce n'est pas anodin. Et ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas que des gens d'Evans. Il y a des gens, même qui sont hors département. Donc, c'est quand même intéressant. Alors, moi, d'abord, la première question, c'est j'aurais aimé avoir votre avis pour savoir si on continuait. Et ensuite, une deuxième question, savoir par rapport au devis, si vous étiez d'accord pour continuer avec le devis qui est tel qu'il est. Alors, la première question, est-ce que l'on continue ces retransmissions? Le devis, on ne l'a pas. Hein. On l'a pas eu dans je l'ai lu tout à l'heure. Hein. Ah oui, voilà, parce qu'on n'a pas... Mais je vais vous dire, c'est simple. Oui, bien sûr. Il n'y a qu'un chiffre. Il n'y a qu'un chiffre. On a été contraints et forcés parce que normalement, c'était des devis qui étaient faits à l'année. Donc, celui du mois de janvier avait été remplacé par un autre. Donc, et au mois de février, on n'avait aucun devis de signé, aucun engagement avec la société. Et on lui a dit, écoutez, vous assurez celui-là, puis après, nous, on va débattre pour voir si on continue sur ce principe-là. Bon. Alors, la première question, c'est, est-ce qu'on est d'accord pour continuer? Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Ou est-ce que tout le monde est pour? Moi, je pense que c'est bien perçu par la population, mais le souci, c'est que si on arrête, on va accueillir le public. On les met où? On va refaire les conseils municipaux là-haut. Voilà. On ne peut pas les mettre là au milieu, hein, assis par terre. Donc, voilà. sur le principe de continuer, on est d'accord. Bon. Ensuite, sur le devis. Pardon? Oui. Mais c'était pour renouveler le contrat qu'on avait avec eux. Hein. Ils ont fait une proposition pour 2023. Et cette proposition, elle est de 650 € hors taxe par retransmission, ce qui fait un prix total de 7 800 € hors taxe. Alors là, sont comprises les 12 retransmissions. Alors, celle de janvier, il n'y en a pas eu, ou elle a été remplacée par une autre qu'on a faite au mois de décembre, peu importe. Hein. Donc, il n'y aurait que 11 mois là. Alors après les solutions, c'est où on achète du matériel. Ça vaut peut-être le coup parce que bon, au bout de 3 ans, on l'aura amorti. Mais après, il faut quelqu'un qui sache nous l'installer et le faire marcher. Ou on le loue. Voilà. Ou on le loue et voilà. Mais c'est toujours pareil. En interne, on n'a personne qui est capable de faire fonctionner ceci. Ou alors, citez-moi quelqu'un. Je disais, après, il y a aussi la question de l'obsolescence du matériel et de l'entretien du matériel. Oui. Et ça, c'est aussi des choses qui sont à prendre en compte. Je ne pense pas que ce soit... oui, effectivement, si on s'arrête à un montant, effectivement, ça peut être rapidement amorti. Mais la compétence technique, comme tu viens de dire, on ne l'a pas. L'entretien, on ne sait pas le faire. Et puis le matériel, ce type de matériel
C'est pas qu'ils se dégradent, mais c'est qu'ils deviennent très vite obsolètes face aux nouvelles Et technologies. puis cette donc, salle, elle ne sert pas qu'à faire des conseils municipaux. Donc il faut le Tout à monter, fait. le démonter, etc. Donc, ça me semble pas être une bonne idée. Hein, Moi, ce que je proposerais, c'est de demander à la société TechNup un geste commercial, mais leur signer un engagement sur 3 ans, par exemple. Ça peut être une solution. Mais, Leur on est obligé- demander un geste commercial intéressant et puis leur signer un engagement sur 3 ans, leur garantir que pendant 3 ans, on sera. De toute façon, le avec leur problème, service. si on ne se décide pas, le problème va se poser au mois de mars. Là. Oui, non, mais c'est pour ça. Voilà, moi, c'est une proposition que je fais. Hein. Solution de repli. Au Ouais. minimum cette année, on n'a pas de solution de repli. C'est impossible. C'est le minimum cette année. Non, non. Moi, je crois qu'on peut s'engager, enfin, personnellement, je pense qu'on peut s'engager pour cette année, mais on peut négocier peut-être quelque chose sur un contrat de 3 ans. Je pense que c'est plutôt jouable, ça. Mais oui, mais on hésitait à savoir si on achetait du matériel. Moi, mon inquiétude, c'est de savoir qui Oui, on faisait vous- fonctionner la boutique. On voulait l'avis du conseil avant, bien sûr. Voilà. Moi, je vous propose de démarrer jusqu'en 2023, la fin 2023, avec cette proposition. Mais c'est compliqué, comme c'est un point qui n'était pas à l'ordre du jour, qu'on rajoute là maintenant. On ne peut pas s'engager maintenant sur 3 ans, ça serait quand même un peu compliqué. On n'a pas eu le dossier, etc. Il n'y a pas eu d'appel Non, mais ça de peut être candidature. une solution. Il n'y a, pour pas, l'avenir. voilà, il n'y a pas eu d'appel de candidature d'autres candidats éventuellement. Si on s'engage sur 3 ans, je pense que le conseil municipal mérite que l'on ait un autre appel ou 2 autres Alors, appels pour pouvoir. Le souci, Jean-Paul, c'est que, bon, je pense que Thierry, il s'en est occupé un petit peu aussi, c'est qu'il n'y a pas de société suffisamment proche qui puisse faire ça, et après, il faut payer les frais de déplacement. Donc, on tourne en rond, quoi. Il y en a une sur Alès, elle avait été sollicitée et elle était 2 ou 3 fois plus chère que TechNup. Oui, oui. Par contre, moi, C'était 15 000 euros. Je crois que c'était aux alentours des 20. Je veux pas dire, 15 000 de mémoire, hors taxe, c'était 20 kilos. Ouais. Par contre, après, ça n'a rien à voir avec la retransmission en elle-même. Mais par rapport au public, il y a des gens qui, moi en tout cas, qui viennent me voir en me demandant. Alors, c'est vrai que c'est quand même une demande aussi de pouvoir assister physiquement au conseil. Mais, moi, j'ajouterais que ceux qui veulent assister physiquement au conseil municipal, bon, c'est pas fermé seulement, bon, c'est quand même exigu parce qu'on a quand même tout le matériel à installer. On va être limité en nombre de. Ou alors il faut qu'on déménage. Jean-Marc, par des temps précédents, on a bien toujours accueilli 4 ou 5 personnes là au fond. En décaler un peu les tables vers là-haut, il y a un peu de marge derrière. Tu arrives facilement. Non, mais je veux dire, 4 ou 5 Voilà. personnes, il n'y a pas de souci, mais s'il y a 50 personnes, c'est. Non, mais On Jean-Marc, les a il y en a- jamais eu. Il y en a jamais eu beaucoup quand même, des personnes. Non, non. non. Ah, suivant les sujets, oui, quelquefois. Mais le maxi, 4 ou 5, il y en avait 6 peut-être. Mais par définition, une salle de conseil municipal n'est jamais fermée. Elle est toujours ouverte Oui. au public. Hein. Bon, Oui. écoutez, moi, Bien sûr, bien sûr. ce que je vous proposerai, c'est que pour 2023, on continue comme ça. Et par contre, il faut qu'on négocie quelque chose si on va plus loin. Oui, moi je pense quand même qu'il serait souhaitable, si on est tout à fait d'accord pour reconduire pour cette année, puisqu'on n'a pas trop le choix, parce que je comprends, et puisqu'on est d'accord pour continuer à avoir des retransmissions, mais pour une éventuelle reconduite sur 3 ans, je pense que ça serait la moindre des choses de lancer une espèce d'appel d'offres pour s'apercevoir très certainement que c'est cette société qui est la mieux placée, et ça éviterait toute discussion possible. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. Mais on l'avait fait précédemment. Mais, comme disait On Jean, ne peut pas s'appuyer sur le fait qu'il y a 2 ans, ils étaient plus chers ou moins chers. Je veux dire, bon, ok, c'était comme ça. Là, cette année, pour répondre à l'urgence, on fait comme ça, mais si on repart sur 3 ans, ça mérite d'être
Ne serait-ce que pour se tranquilliser sur le fait qu'en effet, c'est bien cette société qui est tout. Ok. Donc, on va partir sur ce principe-là qui me plaît assez. Et s'il vous plaît. On va partir sur ce principe-là. Donc, on va d'abord renouveler ce contrat jusqu'à la fin de l'année. Et on va négocier, voir quelque chose avec eux peut-être, ou avec quelqu'un d'autre, mais enfin, c'est le mieux. Là, c'est vrai, on est dans l'urgence. On veut continuer, mais bon, on va travailler au coup par coup, ça va nous coûter encore plus cher. Bon, sur ce principe-là, je vais faire passer au vote. Sur ce principe-là, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Donc, on va partir sur ce principe-là. Donc, cette année, comme ça, et on va essayer de négocier quelque chose sur 3 ans, soit avec eux, soit avec quelqu'un d'autre. Et on prendra, je dirais, le moins de 10 ans le plus efficace. Parfait. Bon, j'ai oublié un point. Un petit point, parce que vous allez voir, ça ne va pas aller chercher bien loin. C'est le reversement au CCAS des recettes de la castagnade. Toutes ces recettes ont été encaissées par la commune, mais lorsqu'on fait la déduction des dépenses qui ont été faites, il ressort une petite somme qui, vous allez voir, est tout à fait symbolique, je l'avais quelque part, elle est de 101,19 €. Alors la proposition qui est faite, c'est de reverser cette somme de 101,19 € au CCAS des Vals. Afin que vous y voyez un inconvénient. Non, simplement, on a eu du mal à comprendre les fiches qui nous ont été données. Parce que moi, je ne retombe pas sur les mêmes chiffres. Parfois, sur certains tableaux aussi, si je prends le tableau uniquement de 2022, sur ce tableau de 2022, on a 4 lignes de facture qui montent pour un montant de 970 € et des poussières. Je vois en dessous, recettes pour 2022, 1253. Je déduis les deux et moi j'arrive à 282 €. Donc il y a eu un reliquat des années précédentes. Qu'est-ce qu'il y a eu là? C'est juste pour savoir. Hein. Vous avez 3 fiches et vous avez des dépenses ou des recettes, je ne sais plus dans quel sens, qui sont passées sur un autre exercice. Donc le tout, c'est de cumuler les 3 fiches, les 3 exercices, 2020, 2021, 2022, et c'est là qu'on arrive à la somme à reverser de 100 et quelques euros. Donc c'était pas soldé les années précédentes. C'est pas 100 € alors? Si, c'est ça. 101 €. Si, mais c'est pour les exercices 2020, 2021 et 2022. Mais je vois que le point a été fait. Vous avez fait des factures qui ont été payées en doublon, d'autres qui ont été annulées. C'est ça. Exactement. Il ressource à 1 €. Si tu veux, alors effectivement, on est OK à ce moment-là. Si on est sur le décompte des 3 années, oui, effectivement, moi je l'ai fait que sur une année, je ne tombe pas sur le même chiffre. Si on a les 3 ans, ça veut dire que ça n'avait pas été soldé les années précédentes. Exactement, c'est ça. D'accord, OK. En fait, l'idée, c'est aussi d'acter le principe, c'est-à-dire que chaque année, on n'est pas à revenir là-dessus, que vous actiez le principe que s'il y a un excédent, il est reversé au CCAS. Voilà. Non, mais ça éviterait des calculs, justement. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Et on remercie le CCAS de ne pas nous faire payer des intérêts pour les 3 ans. Bon. Alors, je vais quand même faire voter, quand même. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions pour ces 101,19 €. Donc, c'est voté à l'unanimité. Merci. Donc, je n'ai pas de questions diverses et ce conseil municipal est terminé. Oui. On peut y aller? Je peux. Donc, moi, j'ai été surpris vendredi dernier qu'il y avait donc une soirée avec le personnel. C'était envoyé à l'équipe. C'est l'amical, Eh bien, moi, je ne l'ai pas eu. Et je crois que les 3, on ne l'a pas eu. On s'est concerté, on ne l'a pas eu, ni Arnaud, ni Paulette. Donc, quand j'ai vu, puisque j'étais moi à la soirée donc, du jumelage aux Assions, j'ai demandé effectivement à la mairie, et c'est Bruno qui m'a dit, mais la mairie ne peut pas venir parce qu'il y a une soirée avec le personnel. Oui. Et je vous assure, nous trois, on n'a pas eu d'invitation. Ça devait être envoyé au conseil municipal, donc c'est l'amicale qui devait l'envoyer. Moi, j'accuse personne, je dis simplement que les invitations, on ne les a pas vues passer.
Et moi, avant de poser la question, Cathy, j'ai posé la question à Arnaud, j'ai posé la question à Paulette. On est dans le même cas, quoi. C'est l'amicale qui a fait les invitations. Oui, ben, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, je pensais qu'il avait fait à tout le monde. Bon, je retourne après le lien. Putain. Ah oui, donc vous avez reçu la première fois alors. Si toi tu l'as reçu, toi aussi. Hein. Donc la deuxième, mais je crois qu'ils n'ont pas envoyé. J'ai pas l'impression, moi j'ai. Ouais. On vient ou on vient pas. Ah oui, bien sûr. Mais ça nous permet au moins de nous excuser. Parce qu'effectivement, il y avait concurrence avec la soirée donc, du jumelage. Du jumelage, oui. Voilà. Ouais, ouais. C'est bien dommage. Bon, déjà, c'est bien qu'ils. Donc, faites passer le message, quoi. Ouais, ouais. Oui, ne serait-ce que parce qu'on se serait excusé. Oui, mais là, bon. C'est clos. Prochain conseil, c'est quand même. Alors, pardonnez-moi, j'étais à autre chose. C'est pas impossible qu'on le fasse un prochain conseil avant la fin du mois. Le 20 février, on avait dit. Pour le compte administratif. Hein. Oui, sachant qu'on pourra le voter si la DGFiP nous valide le compte de gestion. Mais moi, j'en ai besoin, Jean-Marc, pour Tragéo. Ah oui, j'en ai besoin pour Tragéo. Alors, donc, impérativement. Thierry en a besoin, lui, pour voter pour Tragéo. Oui. Circulation. Le 22 février. C'est pour pouvoir respecter tous les délais légaux. Voilà. Donc, on partirait sur le 22, à condition qu'on ait les résultats du compte administratif. Oui, le compte administratif, il est arrêté, mais c'est le feu vert de la DGFiP qu'il nous faut, et ils ont encore du retard à la DGFiP. Écoutez, Oui, mais on le fera. partez sur le 22, si jamais on le fait plus tard. Non, on ne peut pas le faire plus tard. C'est impossible. C'est pas. Et non, pour Tragéo. C'est pas par l'analyse des offres de Tragéo, là, on ne peut pas faire. Sinon, ça va nous reporter la mise en place de tout le panotage après les vacances, les grandes vacances. On voudrait le faire avant. Donc, pour respecter tous ces délais légaux, il faut. Le seul risque qu'on prend, si on le maintient au 22, c'est qu'on n'ait pas le compte de gestion. On se réunit sur le 22. Normalement, il y aura le vote du CA. S'il n'y est pas, ça ne sera pas de mon chef, mon sort. Écoutez, prévoyez le 22, voilà. Déjà. Et sachant qu'après, on fera donc, on embrayera des commissions des finances pour préparer le BP. Hein, tout le mois de mars. Merci à tout le monde et une bonne soirée.